Débat autour de l'information, comme tous les soirs sur CNews. J'accueille Alexandre Devecchio, journaliste au Figaro. Bonsoir Alexandre. Damien Fleureau, le chef du service politique, est resté avec nous. Et Michel Onfray est avec nous en direct et en duplex. Bonsoir Michel Onfray. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous allez rester une bonne vingtaine de minutes en notre compagnie. On a donc le temps de traiter de tous les thèmes d'actualité. Vous lancez une revue collective pour penser les jours d'après. Le titre de cette revue, c'est Front Populaire. Évidemment, vous allez nous expliquer pourquoi vous avez choisi ce titre. Mais d'abord, une question un peu personnelle. Comment vous vivez ce confinement ? Relativement bien. Moi, je suis rentré de Martinique où j'ai chopé la dingue, donc j'ai pas été très bien pendant quelques temps. Enfin, tout ça est derrière moi. Et je dois dire que quand on travaille en philosophe dans son bureau, on n'est pas forcément gêné par le confinement. Donc, je ne me plains pas, mais je sais que c'est difficile pour beaucoup. Est-ce que le confinement, c'est une leçon de stoïcisme, d'une certaine façon ? Il faut se concentrer sur ce qui dépend de nous et oublier le reste. Oui, c'est la belle idée des stoïciens, effectivement, mais j'ai pas attendu le confinement pour essayer de pratiquer ça, parce que c'est effectivement une grande leçon de sagesse existentielle que les Romains nous donnaient. Il y a ce qui dépend de nous, ce qui ne dépend pas de nous. Effectivement, il ne dépend pas de nous que nous soyons affectés par cette pandémie, mais il dépend de nous que nous puissions bien la vivre ou mal la vivre. Alors, vous lancez cette revue collective pour penser les jours d'après. Front Populaire, évidemment, la référence politique est directe. Pourquoi ce nom ? Oui, alors c'est évidemment pas une revue sur le Front Populaire, sur l'histoire du Front Populaire. Et je connais l'histoire du Front Populaire. Je sais que l'Assemblée issue du Front Populaire a voté ensuite les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. Donc on n'entrera pas dans le détail historique de ce qu'a été le Front Populaire. Je dis juste que les revendications du peuple ont été honorées dans cette période de l'histoire et qu'elles ont été honorées sans violence, sans brutalité, sans haine, sans tribunal révolutionnaire, et sans guillotine. Donc c'est une référence pour moi. Alors, chacun associe le Front Populaire au congé payé, par exemple, ou au fait qu'on travaille un peu moins dans la semaine. Et ça m'intéressait, cette idée qu'on puisse avoir le souci du peuple, moins la violence. Alors, il n'échappera à personne que Front Populaire, c'est aussi une expression qu'on dira militaire. Il s'agit de faire front avec le peuple contre, très précisément, ceux que j'appellerais des populicides. C'est un mot que j'emprunte aussi à la Révolution française et à Gracchus Babeuf en particulier, car il y a des gens qui en veulent au peuple. Soit qui se moquent du peuple, soit qui trahissent le peuple, qui lui mentent, qui lui demandent son avis par un référendum, par exemple, et qui disent ensuite ce référendum il ne nous plaît pas, on le met à la poubelle, on va faire voter ceux qui sont censés vous représenter pour passer par-dessus votre tête. Enfin, on voit bien effectivement qu'il y a un front populicide, et que ce front populicide, il est mené par Emmanuel Macron. Donc mes amis et moi, nous avons souhaité un contre-front, donc un front populaire, pour s'opposer au front populicide, parce qu'il y a des propositions qui sont faites par le peuple. Je songe aux gilets jaunes avant qu'ils ne se fassent récupérer, et il me semble que ces propositions, c'était aussi celles des médecins quand ils ont fait, et des personnels soignants quand ils ont fait grève avant que le virus n'arrive. On voit qu'ils avaient bien raison de faire grève, et nous voudrions, en plus de cette revue, faire une plateforme qui nous permettrait de récupérer les idées de tout le monde, une espèce de parlement perpétuel qui permettrait aux gens, par exemple vous, les journalistes, mais aussi les médecins, les instituteurs, les enseignants, enfin chacun de dire, voilà les propositions que nous pourrions faire, un genre d'assemblée générale ou d'états généraux qui pourraient se faire en permanence avec le net et qui pourraient nous permettre d'élaborer un vrai programme qui serait souverainiste. Il s'agit de rassembler les souverainistes et de droite et de gauche, et même populistes, car nous n'avons pas peur du mot populiste. Une question de Damien Fleureau. Oui, bonsoir Michel Onfray. Alors vous vous projetez dans le monde d'après, ce qu'a commencé à faire Emmanuel Macron avec beaucoup de prudence, parce que effectivement le temps est encore à la gestion de la crise, dit-on à l'Élysée. Est-ce que la France unie qu'il met en avant, Emmanuel Macron, vous y croyez, ou pour vous c'est uniquement un slogan présidentiel ? Je pense que oui, il y a la réponse à votre question dans votre question. Je pense que vous avez raison et que c'est un grand fauve politique, Emmanuel Macron. Donc c'est quelqu'un qui pense à sa réélection, bien sûr. Je ne veux pas dire qu'il ne pense qu'à ça, je ne veux pas lui faire ce procès d'intention. Mais on sait bien que quand les présidents de la République se trouvent au pouvoir, ils ont juste envie de retrouver le pouvoir et qu'ils utilisent le réel pour pouvoir retrouver le pouvoir. Ce sont des cyniques, ce sont des opportunistes. Ça ne marque pas Emmanuel Macron, ça marque tous les présidents de la République ou tous ceux qui voudraient être président de la République à sa place. Donc évidemment, je ne suis pas dupe de ça.
Non, je crois simplement on voit dans tous les journaux télévisés, les vôtres compris, ce qu'est la France d'en bas, ce qu'est la France populaire, et effectivement, il y a une faillite de l'État. L'État dit tout et n'importe quoi. Vous avez annoncé tout à l'heure que l'Académie de médecine nous disait il faut porter le masque. Il y a quelques semaines, on nous disait mais surtout pas le masque. Sibeth Ndiaye disait mais pas du tout, ça sert à rien, etc. Il fallait des contrôles, plus de contrôles, des tests, plus de tests. Enfin, on a tout entendu à la tête de l'État. Et qu'est-ce qu'on voit en face qui dure? Le peuple, c'est-à-dire les gens qui, modestement, font des masques dans du tissu, font le lien entre des producteurs de fruits et légumes et puis les infirmières ou les gens qui sont chez eux qui ne peuvent pas sortir. Et on se dit mais elle est là, la France d'en bas, et le vrai pouvoir du peuple il est là, c'est-à-dire le génie du peuple il est dans le fait qu'il pallie ce que l'État ne fait pas. L'État, on paye des impôts, on en paie beaucoup, et je trouve ça très bien d'ailleurs, mais ceci dit, il a failli. On ne peut pas payer des impôts pour un État qui ne fait rien, alors que la crise, elle est résolue par des gens qui sont, la plupart du temps, des gens modestes. Je pense aux caissières, je pense aux gens qui vident les poubelles, je pense aux gens modestes qui pilotent les bus ou les trams et qui sont, la plupart du temps, un tout petit peu plus payés, plus cher que le SMIC, et on se dit, mais c'est cette France-là qu'on n'entend jamais. Michel Onfray, est-ce que vous dites que l'État a failli, est-ce que c'est ce gouvernement, cet exécutif qui a failli, ou des exécutifs ces années passées, et de droite comme de gauche d'ailleurs? Oui, vous avez raison. On ne va pas accabler Emmanuel Macron, c'est une politique. Emmanuel Macron, s'il s'en va et que la même politique est menée, c'est pas le problème, Emmanuel Macron. Le problème, c'est que depuis 1992 et le traité de Maastricht, il n'y a plus de souveraineté nationale. Et quand on parle de ça, on dit, bah voilà, on est très théoricien, et puis un souverainiste, c'est un méchant monsieur. Et là, d'un seul coup, on a l'exemple très précis. Le souverainisme, c'est le fait que nous ne puissions pas produire nos masques nous-mêmes. Et que nous devions, puisque nous avons décentralisé, délocalisé, notre production de masques, elle est faite en Chine. Et on se trouve dans un paradoxe. Les Chinois sont dans une pandémie, sont à l'origine d'une pandémie, même d'une certaine manière, et puis ils fabriquent les masques, donc ils ne peuvent plus les fabriquer. Et nous, comme nous n'avons pas acheté en avance, nous n'avons pas été prévoyants, eh bien on doit acheter des masques dans un endroit où ils ne sont plus produits. C'est ça l'absence de souverainisme et l'absence de souveraineté. Nous ne sommes plus souverains, donc nous dépendons. Nous dépendons, c'est ça, ne pas être souverain. Nous dépendons des autres économies, des autres pays. Nous sommes donc dans la main de tel ou tel pays qui dira je fais, je ne fais pas, je donne, je ne donne pas. Donc, de fait, c'est ça qui est problématique. Et il s'agit de restaurer, non pas un souverainisme européen. Le souverainisme européen, on voit bien que quand Emmanuel Macron nous parle de retrouver sa souveraineté, ça reste la souveraineté à l'intérieur de l'espace Schengen. Non, il ne faut pas que nous soyons dépendants des Indiens ou des Chinois, mais pas plus que nous soyons dépendants des, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais des Portugais ou des Allemands. Michel Onfray, quand je lis le nom de votre revue collective Front Populaire, la première réflexion que j'ai eue, j'en parlais avec Damien Fleureau juste avant que le journal ne démarre, c'est Michel Onfray se lance en politique. C'est ça ou pas ? Enfin, oui, non. C'est-à-dire, oui, dans la mesure où la politique, j'en fais depuis toujours. C'est-à-dire que quand j'ai fait l'université populaire pendant si longtemps, je faisais de la politique, bien sûr. L'idée de rendre la philosophie populaire, c'est-à-dire de faire pendant des années des cours gratuitement et bénévolement pour les gens qui voulaient venir, sans qu'on leur demande de conditions particulières, d'argent, d'inscription, de diplôme, c'était déjà de faire de la politique. On m'a souvent dit, présentez-vous ici, là ou ailleurs, et on dit, bah oui, ça, c'est une espèce de, cette revue est un sous-marin pour la présidence de la République à laquelle il se présentera. Je ne me présenterai pas à cette élection, ça ne m'intéresse pas, on me la présenterait sur un plateau que je ne voudrais pas. Je veux simplement contribuer au débat d'idées qui permettrait une plateforme politique véritablement populaire, peut-être ce que les Gilets jaunes ont souhaité faire, mais n'ont pas eu le temps de faire parce que 5 semaines plus tard, ils se faisaient récupérer leur énergie par la politique politicienne de Marine Le Pen ou de Jean-Luc Mélenchon ou de Sud, de la CGT, etc. Et on ne roule pas pour ces gens-là. On a simplement envie de fabriquer une plateforme en disant, dites-nous, c'est le principe de l'autogestion, vous qui êtes paysans, agriculteurs, marins, pêcheurs, instituteurs, infirmières ou je ne sais quoi, ou qui vous occupez des poubelles, dites-nous ce qui est faisable, pensable et qu'on puisse en faire un vrai projet politique. On a le projet d'une plateforme, en plus de cette revue, qui nous permettrait justement de proposer des idées, parce qu'il n'y a pas plus intelligent que quelqu'un qui travaille dans son métier et dans son domaine. Si vous ajoutez un intellectuel ou un philosophe pour parler du vin, il en parlera de toute façon beaucoup plus mal qu'un œnologue ou que quelqu'un qui fabrique ce vin et qui se mettrait à lui-même à philosopher. Donc c'est le principe de l'autogestion que nous souhaitons promouvoir avec cette revue pour faire de telle sorte que, avec une logique d'état généraux, si vous voulez, on puisse faire remonter les désirs du peuple pour faire un programme qui, pour le coup, pourra servir à quelqu'un, mais ça, c'est pas notre propos de rouler pour tel ou tel.
Alexandre Devecchio, une réflexion peut-être sur le lancement de cette revue et une question à Michel. Une réflexion, moi, c'est des idées, c'est pas une surprise. J'ai écrit un livre qui s'appelle Le Nouveau Monde populiste, en disant que le problème, c'était la question de la fracture entre le peuple et les élites. Donc je rejoins tout à fait Michel Onfray sur le constat. Je le rejoins également sur le fait, depuis longtemps, qu'il faut unir les souverainistes de gauche et de droite. Et je crois, ce sera aussi une de mes questions, que c'est important sur le plan médiatique. On se souvient qu'en 2005, pendant le référendum, 90% des éditorialistes étaient favorables au oui. Finalement, c'est le non qui l'a emporté. Donc, je trouve que, voilà, moi, je suis au Figaro. C'est très bien que le Figaro existe, mais c'est très bien aussi que ce genre d'initiative existe. Ça, c'est pour la remarque. La question, c'est peut-être, justement, moi, j'ai soutenu depuis longtemps l'idée qu'il fallait une alternative souverainiste, qu'il fallait unir les souverainistes de gauche et de droite, et ça a déjà été tenté par le passé. Ça a été tenté par Philippe Séguin au moment de Maastricht, ça a été tenté par Jean-Pierre Chevènement en 2002. En 2005, ça a d'une certaine manière réussi, puisque le non l'a emporté, mais finalement Nicolas Sarkozy ensuite s'est assis sur ce vote. Comment Michel Onfray faire pour que l'histoire finalement ne se reproduise pas? Est-ce que les circonstances historiques aujourd'hui sont différentes, et comment faire pour que cette union existe? Et peut-être qu'une fois, elle existe depuis longtemps dans le monde des idées, dans la presse, etc. Mais comment la traduire politiquement? Je pense que vous avez complètement raison. Simplement, le monde a changé, le monde a franchement évolué, et la franche ligne de partage qui existait jadis entre la droite et la gauche, entre Philippe de Villiers et Jean-Pierre Chevènement, par exemple, qu'on opposait radicalement en disant, pour certains, le diable il est là, puis le bon Dieu il est en face, et pour d'autres, évidemment, c'était l'inverse. Cette époque-là a changé. On voit bien que la répartition entre droite et gauche reste toujours une répartition d'actualité, mais dans cette droite et cette gauche, il y a aussi une autre ligne de partage qui fait que dans la droite, vous avez une fracture entre les souverainistes et les maastrichtiens, et puis dans la gauche, une fracture entre les maastrichtiens et les souverainistes également. Ce que nous souhaitons, mon ami Stéphane Simon et moi-même, et nos amis, c'est effectivement dire que les choses ont changé. On ne va pas s'appuyer sur quelqu'un qui viendrait d'un camp. C'est sûr que jamais la droite n'aurait voté pour Jean-Pierre Chevènement, par exemple, et jamais la gauche n'aurait voté pour Philippe de Villiers, et on se dit qu'on n'a pas besoin des politiciens professionnels. On ne veut pas soutenir quelqu'un qui viendrait d'un parti, on veut soutenir quelqu'un qui éventuellement viendrait de la société civile, surgirait, et serait capable de porter cette idée souverainiste. À quoi j'ajoute que la ligne de partage, elle se fait sur des choses assez particulières entre les souverainistes droite et gauche. C'est la question de l'islam, tout simplement. C'est-à-dire que sur nombre de questions, même si Marine Le Pen fluctue beaucoup entre l'euro, entre la monnaie unique, la monnaie commune, l'écu, etc., on voit bien que c'est pas très précis tout ça. Jean-Luc Mélenchon, qui avait voté jadis en faveur de Maastricht et puis qui maintenant est le roi des souverainistes, on voit bien qu'on ne peut pas faire confiance à ces gens-là. En revanche, il y a un peuple derrière ces gens-là. Et c'est à ce peuple-là qu'on s'adresse en se disant effectivement que la question de l'islam est une question essentielle. C'est la question de la laïcité. Le problème n'est pas de savoir si on est musulman ou pas musulman, c'est de savoir si on veut être français ou pas. Et français, ça veut dire tout simplement respecter les lois de la République, liberté, égalité, fraternité, à quoi j'ajoute laïcité et féminisme. Il y a des valeurs judéo-chrétiennes, nous voulons défendre ces valeurs judéo-chrétiennes. C'est moi l'athée qui vous le dit. Je pense effectivement que la beauté, la culture, la sculpture, l'art, la musique, la peinture de cette civilisation judéo-chrétienne, et puisqu'elle a rendu possible que ce soit le sacre des rois, mais aussi la fédération, la fête de la fédération par exemple pendant la Révolution française, il faut réunir tout ça en disant que c'est essentiel si nous voulons fabriquer un pays, une nation. Il ne faut pas prendre en considération le fait que nous soyons de droite ou de gauche. Et c'est la même chose avec les gens qui auraient telle ou telle religion. On se moque de la religion. La laïcité consiste à dire, voulez-vous, oui ou non, faire une communauté qui s'appellera la France. Si vous voulez faire une communauté qui s'appelle la France, peu importe que vous soyez musulman, que vous soyez protestant, athée, agnostique, ou peu importe. Et cette question de la religion, elle suppose qu'on cesse d'essentialiser l'islam, c'est-à-dire que, ou l'immigration plutôt. À gauche, on estime que l'immigration est une chance, c'est une erreur, et à droite, on estime que l'immigration est une catastrophe. C'est aussi une erreur, c'est une double erreur, parce que c'est à la fois une chance et à la fois une catastrophe. C'est une chance si effectivement plein de gens viennent pour fabriquer la France, ça c'est formidable parce qu'ils ont le désir de France et le désir d'être français, mais c'est une catastrophe s'ils viennent en disant on n'a pas envie de faire cette France, on a envie de la détruire. Donc il faut refabriquer une communauté à partir de cette laïcité qui permettra aux gens de bonne volonté de droite et de gauche, et indépendamment des partis politiques dont on se moque, de reconstituer ce que j'appelle justement, ce que nous appelons avec mes amis un front populaire.
Michel Onfray, on va réagir à plusieurs thèmes d'actualité et d'abord Damien Fleureau, cette annonce lors de cette visite en Bretagne, le président de la République a évoqué le déconfinement, il pourrait être modulé par secteur et par région et les ministres ont donné leur feuille de route en quelque sorte lors du Conseil ce matin. Oui, c'est vrai qu'on commence à comprendre que ce déconfinement à partir du 11 mai, il serait très progressif, sans doute très lent et très progressif sur le territoire en fonction du niveau de l'épidémie. On sait que la situation dans l'Est, dans le Nord ou en Île-de-France n'est pas la même que dans l'Ouest ou dans le Sud-Ouest, par exemple. Et c'est vrai que les ministres planchent chacun dans leur secteur. On a vu les grandes lignes de ce déconfinement se dessiner dans l'éducation nationale. Il reste des points à éclaircir, des discussions s'ouvrent actuellement avec les élus locaux qui gèrent les écoles, les établissements scolaires. Encore avec beaucoup d'inquiétudes des professeurs, des parents d'élèves. Et des discussions avec le monde enseignant, les parents, les représentants de parents d'élèves. On commence aussi à comprendre que ce déconfinement, il serait très progressif dans le temps, peut-être qu'au courant du mois de juin, pour certains secteurs d'activité, l'hôtellerie et la restauration, parce que notamment pour l'hôtellerie, cela implique par exemple des mouvements sur le territoire liés au tourisme, aux vacances, et qu'on veut être très prudent à ce niveau-là au sommet de l'État. On vise peut-être plutôt la moitié du mois de juin, peut-être le début du mois de juillet, avec beaucoup d'interrogations sur comment est-ce que on vit la distanciation sociale dans certains établissements, les cafés, les restaurants. C'est sûr que ce sera pas ça va être très problématique. Ouais. On observe ce qui se fait à l'étranger pour tenter de l'adapter à notre pays, la France. Oui, parce que ça veut dire si on a la moitié des tables occupées, forcément, ça impactera le chiffre d'affaires qui a déjà beaucoup souffert. D'ailleurs, tout à l'heure, on sera avec un représentant de la restauration, Alexandre Devecchio. On a le sentiment que c'est un casse-tête, secteur par secteur. Est-ce que vous pensez qu'on est quand même dans un pays très centralisé? On a le sentiment aussi qu'on attend la parole venue de Paris, venue du gouvernement. Je ne sais pas si on attend. Je crois que les gens, quand on sort dans la rue, finalement, ont des masques. Donc les gens commencent à s'organiser eux-mêmes. Oui, mais là, je parle des chefs d'entreprise qui veulent savoir ce qu'est la charte de leur secteur pour relancer leur activité. On attend parce que de fait, l'État en France, historiquement, a toujours joué un rôle important, un rôle moteur. Et c'est vrai que Michel Onfray le disait tout à l'heure. Moi, je crois qu'on assiste à une faillite historique de l'État. C'est d'autant plus problématique qu'en France, l'État fonde la nation. Donc, je ne sais pas si vous voyez le Big Bang politique auquel on assiste. Mais je crois qu'effectivement, on a une faillite de l'État, pas de l'État. On a vu que les fonctionnaires, et singulièrement les petits fonctionnaires, les soignants, les médecins, les policiers étaient sur le terrain et assuraient la continuité de l'État. Par contre, on a eu une faillite absolue de la technostructure aujourd'hui, de Bercy. Et je crois que s'il y a une réforme à faire au sortir de tout ça, c'est commencer par réformer Bercy. Donc voilà où on en est. Donc je pense que les gens n'attendent pas. De fait, l'État nous a confinés. Donc c'est à lui aujourd'hui, d'une certaine manière, de nous déconfiner. S'il ne le fait pas, les gens vont se prendre en main, je suppose, mais ce se fera effectivement dans une forme de désorganisation. Voilà, on le sait, tant qu'il n'y a pas de masque, pas de test, etc., ça va être compliqué. Le risque, c'est de se prendre une deuxième vague dans la foulée. Michel Onfray, qu'est-ce que vous attendez du gouvernement dans cette période-là de sortie du confinement? Moi, j'ai presque le sentiment qu'on va regretter la période qu'on vit aujourd'hui, qui est finalement ultra protégée, et qu'elle sera encore plus anxiogène après le 11 mai. Ce que je regrette, c'est que Emmanuel Macron ne soit pas capable de décider et qu'éventuellement, pire encore, c'est qu'il décide et que quelques temps après, il décide autre chose. C'est tous les jours. L'autre jour, c'était on ne va pas fêter le 8 mai, maintenant on fête le 8 mai. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de tête bicéphale chez ce chef de l'État qui pose problème. Je voudrais rendre hommage à Hervé Morin, qui est le président de ma région, la Normandie, parce que j'ai entendu tout à l'heure qu'il avait fait une proposition extrêmement intéressante, une proposition pour le coup girondine. L'État jacobin, c'est formidable quand on a à la tête de l'État quelqu'un de formidable, mais si on a à la tête de l'État un personnage qui change d'avis tous les 2 jours, les masques, pas les masques, le confinement, pas le confinement, etc., ça devient effectivement très problématique. Mais Hervé Morin disait qu'il faudrait qu'on pense les choses de manière régionale. Et de fait, quand vous avez des régions surinvesties
affectées et des régions qui ne le sont pas, est-ce qu'il faut vraiment une décision nationale qui permettrait de traiter, je ne sais pas, Caen comme Mulhouse, par exemple? Pas bien sûr. Et quand Hervé Morin, on a quelques discussions de temps en temps, c'est quelqu'un que j'aime bien, mais quand on a des discussions sur les Girondins, les Jacobins, etc., il est plutôt Girondin. Et cette proposition qu'il nous fait, elle est extrêmement intéressante, c'est-à-dire redonner du pouvoir aux régions. J'ai vu que le Conseil d'État était devenu une vraie machine de guerre très jacobine, qui s'est opposée aux maires, qui sont quand même les élus de proximité, parce que des maires avaient pris des décisions dans leur municipalité. Mais alors si effectivement le Conseil d'État est là pour interdire que des maires puissent exercer leurs fonctions, qu'est-ce que ça veut dire de l'État ? Donc, Alexandre tout à l'heure parlait de l'État. Je pense que oui, il y a un effondrement de l'État jacobin. Peut-être que c'est l'occasion de fabriquer un nouveau frais, un État girondin qui permettrait aux régions, aux maires, aux élus de recouvrer véritablement du pouvoir. Et par exemple, en matière de déconfinement, plutôt que de dire laissons aux techniciens, aux spécialistes la possibilité de fabriquer des feuilles de route, eh bien laissons plutôt au président de région l'occasion de fabriquer des feuilles de route et de dire que nous pouvons changer l'État. Cet État peut être girondin. Il peut donner à nouveau du pouvoir au peuple, si tant est que le peuple, on sait où il se trouve. Il se trouve dans les municipalités, il se trouve dans les départements, il se trouve dans les régions. Et faisons confiance à ces élus-là, parce qu'il me semble qu'un élu à la tête de l'État jacobin, ça ne suffit pas quand cet élu-là n'est pas clair sur lui-même et n'est pas clair sur ce que signifie être un chef d'État. Je voudrais qu'on termine notre échange pour parler de ce qui fait aussi l'actualité depuis 4 jours, ces violences dans certaines cités de banlieue, 4e nuit consécutive de violences en région parisienne. Comme ici, on va avoir des images à Villeneuve-la-Garenne. La préfecture parle d'une situation moins tendue que les nuits précédentes, mais une école élémentaire a quand même été incendiée à Gennevilliers. Aucune classe n'a été touchée selon le maire. Le motard accidenté qui accuse la police a appelé au calme depuis sa chambre d'hôpital, mais plusieurs policiers rappelle son casier judiciaire. On va écouter le motard et Rocco Contento juste après. Bonjour, je vous remercie pour votre soutien. J'ai appris qu'il y avait des cassages, vous avez cassé des voitures, brûlé des voitures. Je vous demande de rentrer chez vous, vous calmer, la justice, ça sera bien fait. En espérant, je ne suis pas un enfant de cœur, mais je mérite tout ça. Et j'espère que là, ça sera bien fait. Ce jeune, soi-disant, qui a été percuté volontairement par la police, c'est une racaille qui devrait être en prison, qui a été condamnée par la justice à 14 reprises et qui était sous contrôle judiciaire pour menace de mort. Donc voilà le pédigré de ce type-là. Et il faut bien dire les choses. Damien, un mot, est-ce que le ministère de l'Intérieur craint une contagion ce soir ? Alors, officiellement, on ne parle pas d'embrasement des quartiers au sommet de l'État. Christophe Castaner a pris la parole cet après-midi lors de la séance des questions d'actualité pour expliquer que l'État de droit s'appliquait partout, qu'il y avait dans les quartiers des contrôles en nombre avec des verbalisations également. Même si on le voit, la situation est parfois tendue, mais on parle de points de situation qui sont très localisés et que eh bien, les forces de l'ordre font leur travail pour mettre en place ce confinement partout sur le territoire. Michel Onfray, je sais que vous aimez analyser aussi le traitement médiatique de l'actualité. C'est souvent un casse-tête pour nous, ces nuits de violence en banlieue. Certains casseurs cassent pour passer au journal et pour être sur les chaînes d'infos et en même temps ne pas en parler, c'est sous-estimer l'événement. Comment vous analysez ça ? Vous avez complètement raison. C'est effectivement des bandes qui utilisent la télévision parce que c'est une façon de marquer le territoire. C'est une espèce de régression très éthologique. Hein. On met ces matières fécales pour dire ici chez nous, le premier qui vient par là, il va s'en prendre une. Donc effectivement, ce sont des façons de dire à la télévision, vous allez voir ce qu'on a fait. Donc maintenant, venez y voir, etc. Donc il y a cette logique-là. Je voudrais pas parler de ce garçon. On sent bien que quand il est sur son lit d'hôpital, il y a un prompteur lui aussi, et que la chose est dite parce que il y a effectivement des interprétations politiciennes et on voit bien comment certains estiment que non, c'est un gentil garçon, qu'il faut juste le juger pour ce qui est arrivé. Il est arrivé pas grand-chose. La porte s'est ouverte parce que les policiers sont méchants, etc. Et puis juste en face, on dit non, c'est une racaille, et jugeons son présent à partir de son passé. Je suis pas d'accord avec ces deux façons de faire. Je voudrais élever un peu le débat en disant, mais il y a, on le sait très bien, une centaine de territoires perdu de la République. Alors peu importe ce garçon, la justice fera ce qu'elle aura à faire, les éditorialistes continueront à dire pour les gens de gauche que c'est une pauvre victime et pour les gens de droite que c'est une sale racaille. Je veux pas de ce débat, je veux juste dire qu'il y a dans la République des territoires qui sont perdus avec le consentement
du pouvoir. C'est-à-dire que quand Castaner dit il n'y a pas de raison que la loi ne se fasse pas là-bas, il fait rire tout le monde. C'est très bien que la loi ne se fait pas là-bas et que l'État ne fait rien pour que la loi se fasse là-bas à nouveau. C'est une véritable question, cette question des territoires perdus de la République. Comment les recouvrer? Le veut-on? Veut-on retrouver ces territoires en disant mais si vous avez envie de faire République et de faire France dans cet endroit-là, vous êtes les bienvenus et vous êtes ici chez vous. Sinon, non. Vous aurez en face de vous la loi, le droit et effectivement, vous aurez des comptes à rendre. Personne n'est capable de prendre des décisions, y compris dans cette situation qui est extrêmement chaotique, celle que nous sommes en train de vivre, des crises tous azimuts, pas seulement des crises sanitaires, des crises économiques, financières, des crises culturelles, des crises de civilisation. C'est le moment ou jamais. Si on a envie de reprendre main, il y a une espèce de décision sur la totalité du territoire qui relève un peu de l'autorité, voire de l'autoritaire. Mon frère qui habite dans un village m'a fait remarquer qu'une vieille dame qui avait rempli son autorisation de sortie avec un crayon à papier s'est fait verbaliser de 135 € parce qu'on a estimé qu'elle était susceptible de frauder, d'avoir sa gomme dans sa poche et de passer plus longtemps qu'une heure dans le village où elle était en train de faire ses courses. On se dit que la loi est très sévère pour ces gens-là et qu'elle est assez peu dans les banlieues où on nous a donné les faits et gestes d'un certain nombre depuis un certain temps. Oui, il y a un embrasement des banlieues, mais depuis longtemps, depuis extrêmement longtemps, et rien n'est fait pour que effectivement la République puisse reprendre pied là-bas. Longfray, ce sera le mot de conclusion. Depuis le début de cette épidémie, depuis le début du confinement, il y a aussi la banlieue qui travaille dans les grandes villes. Vous parliez tout à l'heure des caissiers, des caissières, des livreurs, des chauffeurs. Beaucoup viennent de banlieue et travaillent dans les grandes villes et ils font tourner la machine. Oui, bien sûr. Vous avez raison de me reprendre là-dessus, parce que j'ai tort quand je dis les banlieues, parce que là, effectivement, c'est pas bien ce que je fais. Mais chacun comprend. Chacun comprend qu'il y a dans les banlieues un certain nombre d'individus qui ont fait sécession avec la République, et c'est à cela que je pense. Et effectivement, je présente mes excuses à ceux qui se trouvent indûment associés à ces gens-là. Moi, je parlerai pas de racaille, mais chacun sait très bien, effectivement, qu'il y a une poignée de gens pour lesquels la République a le cadet des soucis. Et vous avez raison de me faire préciser que la banlieue ou les banlieues, c'est évidemment pas ça, ça ne se réduit pas à ça. Bien sûr. Merci beaucoup Michel Onfray. Je rappelle donc que vous lancez cette revue des jours d'après avec d'anciens élus, des gilets jaunes, des enseignants, des juristes, des démographes. Vous mettez le nom de cette revue, Front Populaire. À très bientôt sur CNews. Merci Michel Onfray. On va marquer merci beaucoup. On va marquer une courte pause et on va continuer de débattre autour de l'actualité. On va accueillir le docteur Roger Ruat pour évoquer les dernières informations sur le front de l'épidémie et notamment, alors je ne sais pas si l'un de vous est fumeur, mais personne n'assume de toute façon la question de la nicotine qui nous protégerait peut-être, enfin moi je fume pas donc non ça ne me protégera pas du coronavirus. Bref, on va en débattre dans un instant, à tout de suite.